La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Aujourd'hui, nous partons avec Elisabeth de Caligny pour la deuxième fois à Versailles. Nous allons découvrir les mystères et les fantômes de Versailles. C'est tout de suite dans la clé du mystère. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite. Elisabeth, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, bonjour à tous et à toutes. Alors, lors de notre dernière émission sur Trianon, nous n'avons pas eu le temps d'évoquer certains témoignages fort intéressants d'apparitions au Petit Trianon. Nous allons le faire dans cette seconde émission consacrée au mystère de Versailles. Qui sont-ils, ces témoins ? Il y a différents témoins, ce sont plutôt des touristes, mais enfin il y a un petit peu de tout. La dernière fois, on avait surtout parlé de l'histoire des deux Anglaises, qui avaient fait cette découverte, et de quelques autres témoins. Mais dans le temps, des gens divers et variés, des personnes diverses et variées qui ont été faire un petit tour dans l'enceinte du Petit Trianon, ont eu des surprises. Ça a été relaté par certains, pas tous, parce que les gens en général gardent pour eux leurs histoires, mais de temps en temps ça apparaît au coin d'un blog ou d'un petit récit. Également le jardinier en chef du domaine de Versailles, Alain Baraton, qui a écrit plusieurs livres très intéressants que je vous conseille de lire d'ailleurs, parce qu'il y a des tas d'anecdotes et c'est absolument passionnant. Il a relaté, ce monsieur qui est formidable et qui est très sympathique en plus, Alain Baraton, il a relaté des petites histoires qui ont été des histoires d'apparition qui ont eu lieu au Petit Trianon, et notamment une en 1939. Ce sera un petit garçon qui, en se promenant avec ses parents, aurait aperçu une jolie dame dans de beaux atours, avec une robe longue, et il s'en serait approché et il aurait tenu la conversation à cette jolie dame qu'il aurait trouvée absolument magnifique, et il aurait rapporté l'histoire, et on en a déduit que ce serait la reine Marie-Antoinette avec laquelle il aurait discuté. Alors il aurait expliqué qu'elle était très gentille, que la conversation aurait été charmante, et que surtout que la reine, elle était absolument magnifique. Il avait remarqué qu'elle avait un petit accent, ce qui a fait dire effectivement par la suite que ça pouvait bien être la reine. Il y a également un autre cas qui est rapporté par Alain Baraton, qui est celui d'une employée qui se retrouvait au château de Trianon. Alors le petit château, là c'est pas le hameau. Et au château de Trianon, régulièrement, cette dame, pratiquement tous les matins, elle retrouvait dans le placard à balai qui se trouvait sous l'escalier, qui montait aux étages, un homme qui se dénommait Philippe et qui disait être le jardinier de la reine Marie-Antoinette quand elle était au hameau. D'accord. Et elle lui tenait la conversation tranquillement. C'était un peu particulier. Mais apparemment, c'est une histoire vraie. Et le 21 mai 1955, un avoué londonien et son épouse rencontrent le chemin du hameau des dames en robe jaune chatoyante, c'est ça ? C'est une dame. Il y en avait qu'une seule, donc elle avait une très belle robe jaune. Elle était assise, une robe longue évidemment. Elle était assise avec deux hommes, avec lesquels elle conversait. Ils portaient des longues vestes ouvertes sur le devant, comme à la mode ancienne du XVIIIe siècle, des bas et des chaussures noires avec des boucles d'argent. Et puis à un moment, ils se sont éloignés. Ils se sont engagés dans une avenue où il y avait un petit bois, un petit peu plus loin. Ce bois, vu le témoignage assez précis donné par cet avoué, a été identifié comme le bois des 11 arpents, qui a réellement existé et qui n'existe plus de nos jours, mais il n'existait plus depuis bien longtemps quand cet avoué l'a vu, puisqu'il avait été rasé en 1786. Donc on s'est vraiment retrouvé dans un espace-temps un petit peu différent là, ce qui est fréquent dans cette partie de Versailles, comme on a pu le remarquer la dernière fois. Alors là, ça se complique, parce qu'il y a l'histoire des femmes à la tête coupée. Ah oui, alors ça j'aurais pas aimé ce genre d'aventure, parce que ça doit être absolument terrorisant. La première est arrivée à un peintre qui s'appelle René Kuder, et ce peintre en 1958 demande à un gardien du hameau s'il peut venir s'installer pour peindre tranquille, faire des croquis à l'intérieur de la bergerie du hameau. Le gardien
n'y voit pas mal et autorise ce peintre à venir s'installer tout seul dans la bergerie. Et le peintre demande, pour pas être dérangé, qu'il n'y ait pas de touristes qui viennent l'ennuyer, qu'on ferme la porte à clé. Donc le gardien l'enferme. Sauf qu'au bout d'un moment, il entend des hurlements de terreur qui proviennent de la bergerie. Il va ouvrir et il retrouve le pauvre peintre Cuder complètement terrorisé, qui lui explique en bégayant qu'il a aperçu une femme sans tête, vêtue d'un costume du XVIIIe siècle, en train de descendre l'escalier. Il a même entendu le claquement de ses talons, c'était particulièrement réaliste. Alors évidemment, on a essayé de réconforter le brave homme, mais surtout, on a recueilli son témoignage. Le conservateur y a tenu, donc ça fait l'objet d'une consignation dans un procès-verbal en bonne et due forme. Et à la suite de ça, on a fait murer l'escalier qui montait à l'étage de la bergerie, puisque ça devait pas être la première fois. J'ai pas la connaissance des antécédents, mais enfin, je pense que ça a été la petite goutte qui a fait déborder le vase, si j'ose dire. Il y a eu un deuxième cas aussi ? Alors oui, il y a eu un deuxième cas. Alors là, c'est pas dans le même bâtiment. Ça se trouve dans la maison de la Reine qui se trouve au hameau. C'était un ouvrier qui était chargé de la réfection de la pièce de réception de ce bâtiment. Et d'un seul coup, il aperçoit une femme en robe de soie qui elle aussi est en train de descendre l'escalier, qu'il est un petit peu surpris, donc il s'en approche pour aller voir, et là il est carrément stupéfait et terrorisé, car la dame en question n'a pas de tête, mais pire encore, elle tient sa tête entre ses mains. Et cette tête regarde l'ouvrier et elle a un sentiment de haine et de colère absolument atroce. Le gars est complètement foudroyé de frayeur. Il pousse des hurlements évidemment et il essaye de sortir à tout prix de cette pièce, mais c'est absolument terrible parce qu'à ce moment-là, tous les objets qu'il y a dans la pièce se mettent à voler dans tous les sens. C'est vraiment un phénomène de poltergeist, hein, on peut dire ça comme ça. Il essaye de sortir mais toutes les issues sont verrouillées et donc il est retenu prisonnier à l'intérieur de cette pièce, il hurle comme un possédé, c'est le cas de le dire, et on finit par lui ouvrir, et inutile de vous dire que ce brave ouvrier va sortir comme une flèche du bâtiment, et on ne le reverra jamais. C'est pas lui qui finira les travaux. Mais finalement, ça me fait penser aux médiums qui nous disent régulièrement qu'ils voient justement des personnages dans différentes positions, avec différents symboles, quelque part. Ces gens-là étaient peut-être médiums ? Ah c'est tout à fait possible, hein, parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des millions de touristes qui visitent Versailles depuis la nuit des temps. On n'a que quelques rares témoignages qui sont rapportés. Ils sont assez nombreux, certes, mais en proportion de la population qui vient visiter Versailles, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais donc je pense qu'effectivement, ces gens qui aperçoivent quelque chose ont certainement des capacités médiumniques. Cela étant, je pense que s'il y a des problèmes d'espace-temps, ça peut arriver à tout le monde. Faut pas forcément être médium, il suffit d'être là au mauvais moment et au mauvais endroit, si je puis dire. Puis... Mais dans ces deux cas-là, je pense que ça relève plus du phénomène de fantôme, vous voyez, mais de fantôme, de possession. Je ne crois pas du tout. C'est certainement rattaché au lieu. Je pense pas que ce soit un problème d'espace-temps là-dedans. Peut-être que les deux personnes, le peintre comme l'ouvrier, étaient médiums, ça c'est possible, mais je pense que c'est un phénomène de hantise. Et alors, le tout est de savoir qui est la personne supposée qui aurait pu apparaître à ces gens. Alors, on remarque que c'est la même mise en scène, c'est-à-dire que c'est une dame qui est en robe d'époque, qui descend un escalier, que ce soit dans la bergerie ou le bâtiment de la Reine, et sans tête. Alors, Reine Marie-Antoinette... Il y a une expression de haine et de colère, témoignera l'ouvrier sur la tête qui est entre les mains de la dame. Reine Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle n'était pas dans la colère. Quand elle est montée à l'échafaud, elle a été d'une dignité à toute épreuve, même quand elle a été transférée dans Paris en charrette. Le peuple, du coup, qui hurlait à sa mort et à la haine qu'il avait pour elle, c'est un petit peu tu. Elle est montée sur l'échafaud avec une dignité à toute épreuve. Elle n'a pas perdu son temps. Elle a marché sur les pieds de Samson, le bourreau. Elle s'en est excusée.
Il l'a aidé, il était confus, il le raconte dans ses mémoires, car le bourreau Samson qui a exécuté Madame Élisabeth, la reine, et également d'autres grandes personnes de la grande noblesse, a écrit ses mémoires. C'est intéressant d'ailleurs à lire. Je vous conseille, si vous tombez sur ce livre, de le lire, parce que c'est très émouvant et très intéressant à la fois, car le bourreau avait un cœur. Et donc, quand elle va monter, elle va rester dans toute sa dignité, elle va poser sa tête sur le billot, ça sera terminé, on n'en parle plus. Mais il y en a une autre qui a bien connu l'endroit où la reine a fait construire son hameau, donc le Petit Trianon, c'est Madame du Barry. Et c'est pour Madame du Barry, d'ailleurs, que le roi a fait construire, ça c'était pas Louis XVI, hein, c'était le roi Louis XIV qui a fait construire le Trianon. Et alors ça, Madame du Barry y a vécu de 1770 à 1774. Sauf que, non, qu'est-ce que je raconte, c'est pas Louis XIV, c'est Louis XV. Quand Louis XV est mort, on l'a chassée comme une voleuse, la du Barry. Elle est partie avec ses bijoux, ce qui est déjà pas mal, mais elle était interdite de séjour. Et bien entendu, le hameau n'existait pas à cette époque, n'existait que le petit château. On a vu cette femme effectivement dans le hameau, mais pourquoi pas, puisque c'était un lieu qui appartenait, qui faisait partie, si j'ose dire, du domaine du Petit Trianon. Et la du Barry, elle a peut-être pas aimé, si je puis dire, que l'on prenne possession du hameau et qu'on les zigouillait de la façon de la zigouiller, si je peux me permettre. Faut savoir que la du Barry, quand Marie-Antoinette est arrivée à la cour, elle était toute jeune autrichienne qui venait épouser le roi Louis XVI, et elle avait des convenances. Et elle était impériale comme sa maman, qui était impératrice d'Autriche, et elle trouvait un peu fort de café que le roi Louis XV s'affiche avec une maîtresse. Et quand elle a rencontré la du Barry, elle a refusé systématiquement de lui adresser la parole. Et ça, la du Barry l'a eu vraiment en travers. Elle n'a pas digéré qu'on puisse la traiter de telle façon. Elle s'en est plainte au roi. Le roi Louis XV était un petit peu ennuyé dans cette affaire-là. Il s'était arrangé avec le dauphin pour qu'il explique à son épouse qu'il fallait qu'elle fasse un petit effort. Il n'empêche que la jeune Marie-Antoinette n'a jamais cédé sur le sujet. Donc la du Barry en voulait profondément à Marie-Antoinette, et peut-être que par l'au-delà, de l'au-delà, eh bien, elle avait toujours cette rancœur vis-à-vis de la reine, et peut-être était celle qui venait hanter, si je puis dire, son domaine. Et puis il y a autre chose, c'est que la du Barry, elle est morte dans des conditions absolument épouvantables et très en colère. Très en colère et très effrayée, ce qui pourrait peut-être expliquer l'expression du visage entre les mains du fantôme. Je vais en profiter pour faire une petite aparté là-dessus, parce que c'est intéressant. Madame du Barry, c'est une grande dame. C'est une grande dame qui était profondément aimée, qui était profondément, comment dirais-je, gâtée par le roi Louis XV, qui lui a offert un écrin de bijoux absolument incroyable. Et quand elle est partie, puisqu'elle a été chassée de Versailles, elle est partie avec toute sa cassette. Et sa cassette contenait entre autres 140 gros diamants, 700 brillants, 300 perles énormes, des saphirs, des émeraudes et un tas d'autres bijoux précieux qu'on estimait à l'époque pour 1 500 000 livres, ce qui est absolument énorme. Et elle va s'installer à Louvciennes, et une nuit, dans la nuit du 10 au 11 janvier 1791, quelqu'un va venir chez elle et fracturer une commode où il y a tous les bijoux. Et on lui vole tout. Et la du Barry va commettre une erreur grossière. Ces bijoux, elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. Mais vraiment, c'est vraiment ce qui compte le plus au monde pour elle. Et elle va faire placarder dans tous les environs un avis de recherche pour ses bijoux. Et elle propose 2000 louis, pour qu'on lui retrouve ses bijoux. Et c'est extrêmement circonstancié, il y en a 2 ou 3 pages. Ouais. Et il y a toute la description de ce qu'elle recherche. Et elle va apprendre à un moment que ces bijoux, finalement, seraient partis pour Londres. Et que quelqu'un essaierait de les vendre à Londres. Donc, elle va faire des allers-retours entre la France et Londres pour essayer de retrouver sa cassette. Et elle ne va pas y arriver. Sauf qu'il y a à l'époque, on est en pleine terreur à ce moment-là, un accusateur public que tout le monde connaît qui s'appelle Fouquier-Tinville. Et Antoine de Fouquier-Tinville, il a tout le monde à l'œil et il a évidemment vent de ce que tu es en train de faire, la du Barry. Et la du Barry, évidemment, est un des symboles de l'ancienne époque, cette époque qu'il faut éradiquer. Donc il va la faire arrêter.
Elle va être jugée à la va-vite, comme le seront tous les autres, mal défendue ou pas défendue du tout, parce qu'on ne permettait pas aux avocats de faire leur travail à l'époque, et elle va être condamnée à mort dans la foulée, parce qu'en général, ça ne traînait pas. Et alors, ça va être terrible, parce que ça, c'est ce que le bourreau Samson rapporte. Elle est absolument terrorisée, effrayée. Alors, ce n'est plus la jolie dame de l'époque, elle s'est empâtée, elle est rouge, parce qu'elle a peut-être un peu abusé des bonnes choses, la bonne chair. Et malgré sa rougeur, de temps en temps, elle devient toute pâle. Elle s'évanouit au moment où on va lui couper les cheveux. On la fait rentrer au greffe. Elle passe de toutes les couleurs et elle se met à hurler. Elle veut pas qu'on lui coupe les cheveux. Et quand on lui coupe les cheveux, quand on arrive quand même, ils sont à 3 à la maintenir, hein, et ça va durer un moment, elle va pousser des hurlements de haine et de rage pour qu'on arrête de lui couper les cheveux. Ensuite, on va la mettre sur une charrette où elle ne va pas arrêter de hurler sa détresse, toute sa colère également. Et puis, il y a des moments où on ne l'entend plus, elle devient pâle, elle est au bord de l'évanouissement. La foule est dubitative, parce que ça n'est plus la reine Marie-Antoinette, c'est la favorite d'avant. Donc on ne sait pas trop ce qu'elle fait sur la charrette, et puis c'est plus la jolie dame, c'est une vieille dame qui n'a plus son physique, qui n'a plus sa stature d'antan. Donc ça laisse un silence. Puis quand elle arrive sur l'estrade, alors là c'est pire que tout, elle ne veut pas monter. Elle hurle, il va falloir des aides pour la monter jusqu'à la guillotine. Et elle va se débattre comme une malheureuse, et en poussant des hurlements de rage, de tout ce qu'on veut, et surtout de frayeur, hein. Et on mettra 3 minutes à la monter. Et alors, pour lui faire mettre la tête sur le billot, je ne vous dis pas. Donc, elle finira dans un état de colère effroyable, dans un état de détresse et de peur terrible, et il se pourrait bien, pour cette raison, et c'est mon avis, hein, ça n'emporte que moi, que ce soit la personne à la tête coupée qu'on a vue dans le hameau, il se pourrait bien que ce soit même du Barry, et peut-être pas Marie-Antoinette, qui était beaucoup plus digne et beaucoup plus accablée à la fin de sa vie. Une fois que son mari est décédé, qu'on lui a enlevé son fils, Marie-Antoinette, qui souffrait d'un cancer d'ailleurs, très avancé, c'est pour ça qu'on n'a pas fait attendre très longtemps son procès, parce qu'on pensait qu'elle allait mourir de sa belle mort et on ne le voulait pas, on voulait qu'elle soit condamnée et jugée très vite. Elle était complètement déphasée, la pauvre Marie-Antoinette. Ce n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle qui était pétillante et belle, c'était une femme aux cheveux blancs qui était complètement muette de douleur et qui n'avait plus la moindre colère et la moindre tristesse. Donc elle a pardonné au peuple d'ailleurs. Elle l'a dit. Elle a dit qu'elle en voulait à personne. Ce qui n'était pas du tout le cas de la du Barry. Voilà pourquoi je fais cette petite aparté qui est quand même assez intéressante. Alors, il y a une petite légende, si on veut se rendre compte de ce qu'étaient que les bijoux de la du Barry. Alors, il y a une légende qui dit que, et je l'ai vu d'ailleurs, au trésor de la basilique Saint-Cernin à Toulouse, vous avez un très bel ostensoir, orné de gros diamants, et ce seraient ceux de Madame du Barry. Ce serait le frère de Madame du Barry qui, étant un peu honteux que sa sœur ait été la maîtresse royale, qui se serait dédouané de la marque laissée à sa famille et qui les aurait restitués à l'église, et ils orneraient un ostensoir. Voilà. Et cet ostensoir, je l'ai vu. Je vais aller vérifier. Allez voir. Il est dans une vitrine. J'ai fait une photo très bizarre d'ailleurs, parce que je faisais des photos d'orbes. Et juste en face, il y a un autre ostensoir. Et quand j'ai fait la photo, eh bien, il y avait une anomalie photographique caractérisée. Elisabeth, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite. Nous sommes de retour à Versailles, toujours en compagnie d'Elisabeth de Caligny pour découvrir les mystères et les fantômes de Versailles. Alors, il y a eu des témoignages anonymes. Quels sont ces témoignages ? Alors, va y avoir des témoignages anonymes. Alors, une fois, une femme qui se trouve dans le château, le petit château de Trianon, va apercevoir une très jolie vitrine remplie de jolies perruques. Et elle se retourne pour aller voir ailleurs. Et puis, elle se retourne à nouveau et il n'y a pas de meubles.
Donc ça a disparu, donc ça elle le signalera. Deux autres dames vont un jour croiser de jolies dames en robe d'époque qui sont coiffées de ces grandes coiffures très hautes, vous savez, ces choucroutes à étage qui étaient à la mode, où on mettait sur le devant un petit bateau. C'était le comble du chic, et elles vont en croiser deux qui sont coiffées de cette façon. Dans une pièce du château aussi, on a aperçu des femmes en robe de cour en train de danser, et à plusieurs reprises dans le théâtre du Petit Trianon, on a aperçu des lumières furtives. Alors ça a été surtout aperçu la nuit par des gardiens, parce que la nuit, il se passe beaucoup de choses dans le hameau. Et puis, en 1965, il y a une touriste qui va visiter Trianon, qui va apercevoir une jolie femme, vêtue d'une ravissante robe d'époque, qui se promène en promenant une ombrelle. Plus récemment, dans les années 70, un témoin qui se promène dans le parc du Petit Trianon revient sur ses pas d'un seul coup. Et il a l'impression que tout est différent autour de lui. Il voit pas le même paysage que celui qu'il a traversé 5 minutes avant. Alors il s'en étonne, puis bon, ça s'arrête là. Puis il va revenir un peu plus tard, lors d'une autre visite, parce qu'il est incrédule, il se demande s'il a bien vu. Et cette fois, il va croiser deux personnages qui sont vêtus tous les deux de la même façon, tricornes, longues vestes vertes tirant un peu sur le bleu. Il y a quelques reflets moirés, ils sont assez élégants. Il remarque que leurs jambes portent des bas, c'est classique, des chaussures à boucles aussi. Il les trouve très élégants et il remarque que ces apparitions qui ne le voient pas marchent d'un pas décidé. Donc, il est surpris, et surtout, il est encore surpris car il remarque la même chose que la fois précédente. C'est-à-dire que le paysage alentour a changé. Ça lui paraît complètement irréel, on dirait un décor de théâtre. Il a l'impression que l'atmosphère est lourde et électrique, ça a déjà été décrit par les deux Anglaises. Oui. Et derrière une fenêtre, il a l'impression qu'il y a un orage qui va éclater, et il ne va pas pouvoir dire que c'est quelque chose dont il a entendu parler, puisque quand on va l'interroger sur cette affaire-là, dans le détail, parce qu'il va en parler très ouvertement, on va lui demander s'il a connu l'histoire des deux Anglaises. Et il se trouve que cet homme n'a jamais entendu parler de cette histoire-là, il va se documenter après, et il retrouve évidemment énormément de points communs entre l'expérience qu'il a faite et celle qu'ont faite les deux Anglaises bien des décennies avant. Et alors en 2007, va y avoir une apparition qui est rapportée par un témoin, qui se promène avec sa mère à Versailles. Alors ils vont dans le parc, ils vont au château, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Mais dans le petit château de Trianon, ils vont remarquer un phénomène curieux. L'atmosphère est soudain pesante, étrange, les bruits sont assourdis. Ils ont l'impression que le temps s'est arrêté, que tout est immobile. Et le témoin va regarder le petit château, et derrière une fenêtre, il va apercevoir une sorte de silhouette blanche qui est un peu éthérée. Dans la seconde, elle a disparu. Il se demande s'il a eu la berlue ou pas. Plus récemment, en septembre 2008, vous avez un témoin qui va s'attarder dans la chambre de la reine au château de Trianon pour admirer le mobilier. Et cette personne va d'un seul coup se sentir oppressée avec un coup de déprime terrible. Ça, c'était arrivé à une des deux Anglaises. Et alors, à sa grande surprise, de derrière un rideau, il va voir de la fumée sortir. Alors, sur la seconde, il se dit qu'il y a le feu, mais non, pas du tout. La fumée va prendre forme. Et la personne stupéfaite va voir un visage et un corps se former en entier. Et elle va éprouver un frisson, se détourner. Et à la suite de ça, elle va plus regarder du côté des rideaux, mais elle va apercevoir un ensemble de miroirs. Et dans ces miroirs, elle va apercevoir deux femmes. L'une d'elles, elle dira que ça pouvait être la reine Marie-Antoinette, puisqu'elle en avait l'allure. Et l'autre femme, qui était plus mince et plus grande, elle ne sait pas trop qui c'est. Il y avait également une petite fille en chemise de nuit blanche qui portait un bonnet. Et d'un seul coup, ce témoin va expliquer qu'elle a eu l'impression d'être projetée dans une autre époque, tout en ressentant un bonheur tout à fait indicible. C'est pas toujours le cas de tout le monde. Il y a un autre témoin qui, lui, va visiter le château un jour en fin d'après-midi, et lui, ça va être terrible parce qu'il va être pris d'une canne de toux épouvantable alors qu'il est pas malade, à tel point qu'il va déranger la visite qu'il va être obligé de s'en aller. Il reviendra un peu plus tard, quelques années plus tard, et là, ça va pas mieux se passer pour lui. Il se sent oppressé, pas bien, et il a des vertiges terribles. Et quand il va sortir du château, il se sentira beaucoup mieux, et c'est comme s'il n'y avait pas eu de malaise. Alors, il y a eu malaise donc pour plusieurs personnes, sentiment d'oppression, sentiment de pas être bien, mais il y a également des photos.
Et alors, photo, une personne qui se trouve dans les jardins de Trianon, qui fait des photos, le soir, comme tout le monde, elle va regarder sur son PC comment sont les photos. Et là, c'est la surprise. Sur l'une des photos du château, elle aperçoit sur une fenêtre qui se trouve au dernier étage, derrière une fenêtre, une sorte de visage, un peu gris bleuté. La tête est penchée en arrière, les yeux sont grands ouverts, et ça a l'air d'être un visage féminin. Sur les autres photos, il n'y a aucune anomalie. Et elle se souvient très bien que quand elle a pris la photo, il n'y avait personne derrière les fenêtres. Donc ça l'a surprise. Et plus précisément, une personne qui est une de mes amies sur Facebook a été avec une autre amie faire des photos au hameau. Et devant le hameau, en faisant la photo, tout se passait bien. Elles étaient toutes les deux toutes seules. Il n'y avait pas de souci. Et puis, quand elles ont regardé les photos plus tard, derrière la personne qui était photographiée, il y avait, et j'ai vu cette photo, on voyait dépasser les pieds d'un homme, les jambes, également plus ou moins une tête, on voyait que c'était masculin. Et la personne me garantit que quand cette photo a été prise, il n'y avait vraiment personne, et surtout pas d'homme autour d'elle. Donc qui était cet homme, ça reste un mystère. Mais enfin, c'était assez intéressant quand même. Et souvent, il y a des joggers qui vont courir tôt le matin au Petit Trianon, qui disent qu'ils ont eu souvent l'impression d'entendre des bruits de pas qui couraient à côté d'eux ou qui marchaient à côté d'eux. Donc c'est assez fréquent, semble-t-il. Alors, il y a peut-être un espace-temps sur le Petit Trianon, c'est possible. Puis il y a peut-être ces phénomènes de fantômes. Puis peut-être que Marie-Antoinette les a attirés. Parce que figurez-vous que Marie-Antoinette, elle aimait bien l'occultisme. Puis il y avait une personne qui lui était proche, puisque c'était la personne qui s'occupait de ses enfants, la première gouvernante de ses enfants, qui était la princesse de Guéménée. Et cette princesse, qui d'ailleurs s'est ruinée au jeu, elle dépensait des fortunes sur les tables, et Marie-Antoinette faisait un peu pareil d'ailleurs, eh bien elle avait la passion de l'occultisme. Et alors, elle se baladait toujours avec des petits chiens et elle faisait souvent au milieu d'une conversation très intéressante, que c'est une femme très cultivée, eh bien, elle tombait dans une sorte de transe et elle se mettait à parler et elle disait qu'elle communiquait avec les mondes intermédiaires et que si elle pouvait le faire, c'était à cause de ses petits chiens. Alors évidemment, ce qu'elle racontait était intéressant. La reine Marie-Antoinette, qui aimait bien l'originalité, assistait parfois à ces séances de spiritisme, mais surtout la conviait dans un petit salon qui était attenant à sa chambre, entre le salon de musique et sa chambre, qu'elle avait fait aménager avec des miroirs. On appelait ça le salon des glaces d'ailleurs. Et elle avait fait faire des panneaux, Marie-Antoinette, pour boucher les fenêtres. Donc ils coulissaient, ces panneaux, ils étaient tout en miroir. Et ça donnait une atmosphère un petit peu sombre. Et sur une table, et autour d'une table, eh bien, on se livrait à des séances de spiritisme. Alors les esprits étaient attirés. Madame de Guéménée venait souvent ici. Et bon, alors Marie-Antoinette, est-ce que c'était une grande férue d'occultisme ? Peut-être pas, mais enfin disons qu'elle y avait été un petit peu habituée parce qu'à la cour de sa mère, l'impératrice d'Autriche, il y avait un curé médium et guérisseur qui était assez proche de la famille impériale. Donc ça avait peut-être un petit peu expliqué cela. Mais enfin bon, voilà. Donc ça aurait pu faire venir des esprits qui seraient restés. Ça aussi, sait-on jamais. Et puis bon, les personnels de Trianon, évidemment, ont rapporté de nombreuses apparitions qu'ils ont vues eux-mêmes. Pour certains, une femme habillée à l'ancienne en belle robe de soie. Alors celle-là, on la voit souvent, le jour comme la nuit, près d'un petit pont. Tous les gardiens disent l'avoir aperçue au moins une fois. Ils pensent que c'est la reine Marie-Antoinette. Et puis, en règle générale, c'est plutôt la nuit que ça se passe. Hein. Souvent, il y a des lumières furtives à Trianon que beaucoup de gardiens ont aperçues. Et puis, beaucoup de personnel qui nettoie Trianon ont aperçu ces êtres passer. Ils ont souvent entendu des bruits provenant du dernier étage du petit château. Et puis, souvent également des bruits d'attelage qui arrivent dans la cour d'honneur du petit château. On entend les pas des chevaux qui claquent sur les pavés alors qu'il n'y a rien du tout. Donc, c'est assez particulier. Donc ça, c'est le Petit Trianon. C'est à mon avis le plus chargé. Mais il y a également des témoignages qui ont été rapportés sur d'autres endroits de Versailles et notamment au Grand Trianon.
et notamment le roi Louis XIV. Alors il y a eu un livre que j'ai lu et qui date quand même de très, il est très ancien. Hein. Il a paru au XVIIe siècle, je crois, à la fin du XVIIe siècle. Et il relate ce qui est arrivé à Louis XIV. Louis XIV, en 1670, a fait édifier sur le site de Trianon, donc du Grand Trianon à l'heure actuelle, par son architecte qui s'appelait Levaux, un premier pavillon qui s'appelait le pavillon de porcelaine, pour abriter ses amours avec la Montespan. Et puis ce pavillon de porcelaine, en fait les murs sont recouverts de faïence, va se dégrader très rapidement, donc il va le faire abattre. 15 ans plus tard, il va faire reconstruire à la place un élégant château que tout le monde peut voir, qui s'appelle le Grand Trianon. C'est tout en marbre rose, il y a des colonnades, c'est absolument magnifique. Et il y va souvent pour se dégager un petit peu de la cour. Et en 1679, il va avoir, à la fin de sa relation finissante, une relation avec Madame de Fontanges, qui va devenir la maîtresse royale. Et celle-ci va disparaître dans des circonstances hautement suspectes. On ne saura jamais ce qui lui est arrivé exactement. Toujours est-il que il va se retrouver un jour où il va passer une nuit loin de la cour à Grand Trianon avec son épouse secrète, hein, qui est Madame de Maintenon. Ça sera le jour de la Saint-Louis d'ailleurs. Il lui arrivait une drôle de chance en 1695. Il est à peine endormi, il est dans son lit, quand soudain il est réveillé en sursaut. Et il ouvre l'œil et qu'est-ce qu'il voit au pied de son lit ? Son ancienne maîtresse, Madame de Fontanges. Elle est vêtue d'un drap mortuaire qu'elle enlève et là il la voit magnifique, jeune, parée de ses bijoux et de ses plus beaux atours comme autrefois. Il est terrorisé évidemment, il appelle Madame de Maintenon, son épouse, qui arrive en courant et elle voit rien du tout, elle se demande ce qu'il prend à son Louis, qui est complètement dévasté, qui se demande ce qu'il voit. D'ailleurs, il était très, très religieux à la fin de sa vie, le roi Louis XIV. Hein. C'était Madame de Maintenon qui l'avait un peu bigotisé. Et donc, il avait toujours sa table de nuit, un peu d'eau bénite dans un vase. Donc, il va se mettre à asperger comme un excité le tour de son lit pour faire disparaître le fantôme, mais ça ne donne rien du tout. Il a beau faire des signes de croix à tout va, Madame de Fontanges ne disparaît pas pour autant. Et à un moment, il veut la toucher et elle lui dit surtout « Ne me touchez pas ». Car les ombres n'ont de réel que l'apparence. Et il n'est pas au bout de ses surprises, le pauvre Louis XIV, parce que ce qu'il voit apparaître le laisse pantois. Il voit déjà apparaître Rabelais qui tient dans sa main le livre sur les poisons, accompagné du marquis de Louvois et du duc de la Feuillade. Donc il est terrorisé. Bon, il faut savoir que Louis XIV était peut-être médium. Car il a souvent rapporté avoir vu, il s'est pas souvent confié parce que c'était un roi qui se confiait peu, hein, et ça c'était un peu surprenant, mais il aurait vu à plusieurs reprises des choses, donc il voyait des apparitions. Hein. Enfin, pour en revenir à Madame de Fontanges va lui tenir un grand discours, elle va lui demander de se consacrer à son salut, de renoncer à sa vaine gloire et au plaisir de la chair. Et puis elle lui demande carrément à la sortie de rompre avec Madame de Maintenon. Alors évidemment, il n'est pas trop d'accord, Louis XIV, il aime bien sa Madame de Maintenon, pour ses vieux jours, ils s'entendent bien, il l'a épousée en 1683, donc ça fait un petit moment, et Madame de Fontanges insiste, elle trouve que désolante qu'il se trouve toujours dans les bras de quelqu'un qu'il considère comme une maîtresse, parce que lui de son temps, à elle, quand ils étaient ensemble, eh bien, ils avaient eu une romance, et lui avait dit à plusieurs reprises qu'il l'aimait profondément et qu'elle était la femme qu'il adorait le plus. Alors, est-ce que ce fantôme était jaloux? Elle l'ennuyait, c'est encore possible. Enfin, elle va pas partir comme ça, Mademoiselle de Fontanges. Elle va lui dire que s'il ne quitte pas Madame de Maintenon, eh bien, son purgatoire sera brutal, alors que si il se décide à enfin l'abandonner, eh bien, il n'en sera qu'allégé. Et elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle explique au roi qu'elle se trouve elle-même au purgatoire et que c'est pas très rigolo. Elle le va le supplier de se tourner davantage vers Dieu. Alors, est-ce que cette apparition a joué dans le changement de comportement de Louis XIV à la fin de sa vie, qui est devenu, je vous l'avais dit, il était déjà bigot, mais là, ça a été pire que tout à la fin de sa vie. Il était d'une ferveur religieuse sans égale. L'idée de sa fin et de la mort le faisait trembler. Et il loupait aucune messe, aucune fête religieuse.
faut dire que Madame de Fontan, je l'avais pas arrangé, elle lui avait quand même dit à la fin de son apparition que ses jours étaient comptés et que il avait vraiment intérêt à se dépêcher d'alléger son purgatoire en renonçant à et la chair, son mariage et tout le reste, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs, parce que sinon il vivrait l'enfer. Et en fait, elle l'a menacé en lui disant que ses jours étaient comptés, mais c'était pas vrai du tout parce qu'il a fait 20 ans de plus, ce brave Louis XIV, il est mort qu'en 1715, probablement avec la peur au ventre parce que vraiment il était très inquiet de ce qui pouvait se passer derrière une fois que la mort était arrivée. Alors, avant de partir, Madame de Fontan, je vais lui dire qu'elle a été empoisonnée à l'initiative de Madame Montespan. Alors, vous êtes peut-être peu souvenu que en 1676, il y a eu un grand procès qui était l'affaire des poisons. Et donc, Madame de Montespan a été gravement mise en cause dans cette histoire-là. Le roi était bien ennuyé. Vous savez que quand il y avait des histoires de poison comme ça ou de sorcellerie, à l'époque, on faisait brûler les sorcières. Et c'est précisément à ce moment-là que Louis XIV a décidé d'abolir les procès en sorcellerie avec la condamnation à mort qu'on connaissait, qui se soldait souvent par le bûcher. Probablement pour épargner, si les choses tournaient mal, cette mort cruelle à Madame de Montespan. Mais toujours est-il que durant ce procès des poisons, a été évoquée la mort extrêmement suspecte de Mademoiselle de Fontanges, dont je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était qu'elle a succédé à la Montespan qui était vieillissante. Donc voilà. En tout cas, ce récit d'apparition a fait l'objet d'un livre, comme je vous l'ai dit, qui a été publié en 1695. C'est un auteur anonyme. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été fait dans un but d'information ou de plus ou moins bonne bienveillance vis-à-vis du roi, parce qu'on le voit dans toute sa peur, finalement, par rapport à ce fantôme. On n'en sait trop rien, mais en tout cas, c'est un livre d'époque que j'ai eu l'occasion de lire. Alors, Elisabeth, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Histoire insolite. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Elisabeth de Caligny. Nous parlons des mystères et des fantômes de Versailles. Alors Elisabeth, s'est-il passé autre chose au Grand Trianon ? Il s'est passé autre chose au Grand Trianon. La famille Crook, plus exactement, ce sont des Anglais, je prononce mal. J'en avais déjà parlé parce qu'en juillet 1908, ils avaient, en se promenant dans le parc du Petit Trianon, eu la sensation d'entendre de la musique ancienne qui tournait autour d'eux, mais il n'y avait pas d'orchestre. Et ils vont aller se promener au Grand Trianon, et par 2 fois en juillet 1908, ils vont apercevoir quelque chose d'insolite. La première fois, c'est une femme vêtue d'une belle jupe couleur crème avec un large chapeau blanc, un léger fichu blanc sur ses épaules, à la mode de Marie-Antoinette, et elle était assise sur un tabouret en train de dessiner devant les colonnades du Grand Trianon. Et la seconde fois, elle se trouvait toujours au Grand Trianon sur la balustrade, cette fois qui surplombait le petit canal. Le Crook et sa famille vont passer à sa proximité. Et à leur grande surprise, elle semble pas du tout, cette apparition semble pas du tout la remarquer, elle les voit pas. Ce qui va les choquer aussi, ces Anglais, c'est que l'apparition semble plate. C'est comme si c'était du D2, de la D2, vous voyez. Ouais. C'est plat, c'est pas net et c'est sans relief. Un petit peu plus tard, ils vont croiser un homme qui porte un tricorne et tous vont dire qu'ils ont ressenti à ce moment-là un sentiment d'oppression terrible, une lourdeur de l'air et l'impression que le temps s'est arrêté, que le paysage est figé. Donc ça, c'est un grand classique, si je puis dire. Alors, à Versailles même, c'est-à-dire dans le parc et au château, il y a également eu d'autres gens qui ont vu des apparitions. Ça sera le cas de Madame de Lauzet, qui est une Américaine. En 1908, elle est arrivée par une autre entrée du parc, et notamment là où se trouve le Trianon Palace, qui a été refait d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui est absolument magnifique, qui fait spa. Si un jour vous voulez y prendre un thé, c'est très agréable, je vous dis ça en passant. En tout cas, Madame de Lauzet en 1908 arrive par là, et elle va se retrouver face
c'est un groupe de personnages vêtus de manteaux bizarres avec des grosses rayures blanches et rouges. Ils ont des chapeaux de paille avec des rubans rouges. Des femmes sont avec eux. Elles portent des robes légères d'un style ancien. Elle va s'approcher du Grand Canal et elle va apercevoir des maisons au bord du Grand Canal. Il y a du linge qui sèche aux fenêtres. Or, il n'y a jamais eu de maison à cet endroit-là. Enfin bon, c'est comme ça. Et elle va croiser, toujours autour de ce grand canal, un groupe d'hommes, d'enfants qui sont vêtus de chapeaux bleus, vifs. Un prêtre également. Tous ces gens-là lui semblent d'une autre époque. Elle va continuer son chemin. Elle va croiser à ce moment-là des gens habillés à l'ancienne, des voitures avec des chevaux. Enfin, elle se demande ce que c'est que tout ça. Ça lui paraît irréel. Et elle va arriver jusqu'au Petit Trianon. Et là, elle va croiser des soldats en uniforme vert et bleu, avec des tricornes aussi. Un couple aussi qui se promène, avec des perruques poudrées. À un moment, elle va se reposer sur un petit banc de marbre. Et de là, elle va apercevoir assise, au pied du château de Trianon, une femme qui porte un grand chapeau de paille, qui a les épaules recouvertes d'un fichu blanc. Ça, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Cette dame est en train de dessiner. L'américaine va s'approcher d'elle et va lui demander l'heure. Et l'apparition va répondre, il est 4h30. C'est quand même intéressant. Donc, elle va parler un petit peu de sa mésaventure, puis du coup, elle va revenir pour voir si, quelques jours plus tard, pour voir si elle l'a pas rêvé. Elle va refaire le même chemin, et à sa grande surprise, elle va pas du tout reconnaître le même paysage. Tout ce qu'elle avait vu comme construction autour du Grand Canal n'existe plus. Quand elle va se rendre au Petit Trianon, elle ne va pas retrouver le banc de marbre où elle s'était assise, et elle ne fera aucune rencontre insolite. Elle ne racontera cette affaire-là que beaucoup plus tard, Madame de Lauzet. Et il se trouve que personne ne la croira, parce qu'on dira, elle a pas cherché trop, elle raconte son histoire à retardement, peut-être qu'elle a inventé tout ça. Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, ça méritait d'être souligné. Et puis, il va y avoir, alors là, ça se passe dans le parc de Versailles, une apparition qui est peu ordinaire et qui arrive à une personne peu ordinaire. Et cette personne, elle s'appelle Clémence Ledoux. Et c'est en 1964 que cette apparition va avoir lieu. Mais cette Clémence Ledoux, je vais quand même vous raconter brièvement son histoire. Très jeune, cette dame va prendre le voile et devenir religieuse contemplative. Dans les années 20, elle est novice et elle va vivre fréquemment des extases mystiques. En 1931, la Vierge va lui apparaître et lui confier la mission de parler au monde de sa royauté maternelle et de son universalité. En 1934, elle va aller à Rome pour rapporter tout cela au pape qu'elle va rencontrer. Donc elle va rencontrer le pape de l'époque et également un certain cardinal Pacelli qui ne sera autre plus tard que Pie XII, qui sera élu pape à son tour, et va s'instaurer entre ce pape, ce cardinal et mademoiselle Ledoux, sœur je ne sais trop comment, je ne sais pas quel est son nom, de religieuse, une correspondance extrêmement importante qui traite de j'arrive pas à le dire, l'universalité de la Vierge. Voilà. Ça y est. Oh là 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 là. On en est sorti. On en est sorti. Alors, mal lui en prend, car la voici convoquée avec sa mère supérieure devant le cardinal évêque. Le cardinal lui dit de vivre désormais dans le silence et l'obéissance et de ne jamais révéler les apparitions. Il l'a fait évacuer de son couvent pour le mettre dans une autre maison religieuse et lui demande de faire retraite. Et voilà que Camille Ledoux s'échappe, s'enfuit. Et là, ça va très mal se passer pour elle parce que le cardinal évêque va l'évincer définitivement de sa vie religieuse, c'est-à-dire qu'elle va carrément se faire écarter, virer, comme on dit vulgairement. Ça va être terrible pour elle. Et sa mère supérieure, elle aussi, en paiera les conséquences puisqu'elle sera évincée de la vie religieuse. Elle en mourra de chagrin 1 an plus tard. Il n'empêche que ce qu'a dit Camille Ledoux a convaincu évidemment le pape, Pie XII, et ce Pie XII en question proclamera en 1954 ça y est, ça recommence, l'universalité de la Vierge. J'ai pas de chance. Voilà. Donc, elle a payé cher finalement pour quelque chose qui sera reconnu finalement par l'Église. Alors, pour en revenir à cette Camille Ledoux qui se balade en 1964, elle est avec un prêtre qui l'accompagne. Elle est laïque maintenant, elle est plus religieuse depuis bien longtemps. Et elle est dans les parcs du château. Son ami est en train de la filmer avec une petite caméra Super 8 quand il la voit soudain déambuler d'une curieuse manière. D'un seul coup, elle se retourne à droite et à gauche. Elle a plus l'air d'être vraiment là.
Et tout le reste de la promenade, elle va être complètement silencieuse, à jouer un peu les girouettes à droite et à gauche, l'œil écarquillé. Il se demande vraiment ce qui lui arrive parce qu'il l'a jamais vu comme ça. Lui ne voit rien parce qu'il y a personne autour d'eux. Il se demande pourquoi elle fait ça, vraiment. Et après la visite, Camille Ledoux va lui expliquer que elle était entourée de gens qui étaient en costume d'époque, qui étaient probablement, selon elle, de l'époque Louis XIV. Ils avaient l'air d'errer, ils semblaient tristes, et elle dira que c'était probablement des âmes du purgatoire qui étaient en errance dans le parc de Versailles. C'est possible, d'ailleurs, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Versailles, il s'en est passé des vertes et des pas mûres. Donc peut-être que ces gens, ces âmes, errent éternellement dans le château, et que quand on est médium, ce qui est probablement le cas de Camille Ledoux et de quelques autres, eh bien, on les aperçoit. En 1990, en août 1990, un homme qui se promène avec son épouse dans le parc de Versailles approche d'un petit bâtiment et il voit un homme en sortir. Sauf que ça le sidère parce que l'homme est en costume d'époque. Il n'est pas très grand, il fait à peu près 1m60, il a un visage grossier et il pense que c'est un laquais. Il a une redingote avec des parements bleus, des bas blancs, un tricorne noir. Et il va s'apercevoir que le personnage qui est en costume d'époque le regarde et qu'il a l'air d'un seul coup effrayé. Comme si lui, le touriste, effrayait cet homme. Et il effraie tellement apparemment que l'homme, le valet en question, disparaît dans un bosquet en courant. Alors il est un petit peu surpris, il va se diriger vers le bâtiment d'où il a vu sortir ce personnage. La porte est fermée à clé, ce qui le stupéfie parce qu'il l'a vraiment vu sortir de là sans fermer la porte. Et puis à l'intérieur, il y a rien. C'est complètement désert. Alors, quand il va terminer sa visite, il va quand même aller raconter sa petite histoire au personnel du château pour demander s'il y avait un film qui se tournait ou une pub. Et on va lui dire, mais non, pas du tout. Il y a personne. Alors, ça va vraiment le préoccuper, cette chose-là. Puis il va être un petit peu surpris parce que d'abord, sa femme n'a rien vu. Lui a vu tout seul, et puis il a remarqué quand même une chose, c'était au mois d'août que cette affaire se passait, et bien qu'il n'y avait aucun touriste à l'horizon. Alors que d'habitude au mois d'août, je vous dis pas la populace qui peut se presser dans le parc du château de Versailles. Donc ça c'est encore un élément de plus pour dire qu'il se passe de bien drôles de choses. Une autre fois, c'est une femme qui se promène à l'orangerie, sur le site d'un ancien labyrinthe qui a disparu, et elle va sentir sur sa nuque la pression d'une main gantée. Ça lui paraît pas agressif, ça lui paraît même assez doux comme pression, mais surtout, elle entend une voix qui lui dit « Tu n'es pas d'ici ». Alors évidemment, elle sursaute, elle va poursuivre sa promenade, mais ça va pas s'arrêter là, parce que près d'un bosquet, elle va apercevoir une femme en larmes, qui est en costume d'époque, qui a l'air assez agitée, elle fait les 100 pas. Donc ça va un peu la surprendre aussi. Et puis elle va continuer son chemin jusqu'à Trianon, arriver au hameau. Là, elle va apercevoir une femme en robe simple, qui est en train de démouler des fromages frais. Un peu plus loin, une autre qui étend du linge, des grands draps sur la pelouse pour les faire sécher. Et puis encore un peu plus loin, un groupe de jolies femmes en robe d'époque, assises sur la pelouse sur une espèce de nappe blanche. Alors bon, cette dame a peut-être des raisons de voir tous ces personnages puisqu'elle dira qu'elle est médium. Et puis bon, à l'intérieur du château, il y a quand même quelques petites choses qui se passent de temps en temps et qui posent problème à des ouvriers. Là encore, c'est le cas d'un autre ouvrier qui a eu des soucis, mais cette fois dans le château. Cet ouvrier était en train de refaire les appartements de Madame de Maintenon. Il ponçait du plâtre et puis alors ça fait de la poussière comme vous le savez, donc il a voulu aspirer sa poussière, donc il est sorti chercher un aspirateur. Le parquet était blanc évidemment quand il est sorti, mais quand il est revenu peu après avec son engin, eh bien il aperçoit dans cette pièce qui pourtant était fermée, où il n'y avait pas de touristes, de petits pieds, des petites traces de pieds, mais petits, d'enfants, Et il va faire constater par des témoins, et évidemment aucun enfant n'est rentré là, donc il n'y a pas d'explication donnée pour l'apparition de ces empreintes. Et puis à plusieurs reprises, des employés du domaine de Versailles ont évoqué des phénomènes étranges dans le château, et en particulier dans la bibliothèque de Louis XVI. On y entendrait parfois des déplacements de meubles, des pleurs d'enfants. On ressent des présences souvent. Et notamment les gardiens de nuit sont pas très rassurés quand ils font la visite du château la nuit. Et puis même dans cette bibliothèque où il y a une ambiance pesante.
Et puis une touriste un jour, à la surprise, en développant ses photos, elle avait pris une très belle photo de statue. Et sur sa photo, eh bien, il y a une sorte de halo foudroyant très lumineux qui barre la statue. Elle sait pas, c'est pas une surexposition. Il y a une personne qui était avec elle qui a pris la même photo. Il n'y a pas du tout ce phénomène. Donc ça reste inexpliqué. Il y a d'autres gens qui vont dire que dans le parc, il s'est passé des choses, notamment une touriste qui était avec un groupe d'amis. Qui dit avoir eu une impression de pesanteur, de lourdeur, et elle a eu l'impression que tous les bosquets, les statues étaient en train de tourner, se fondaient dans le paysage, vous voyez, comme une sorte de vortex. Il y a la grotte de Marie-Antoinette aussi, où il se passe souvent des choses très étranges. On a vu souvent des apparitions de la reine à cet endroit-là, surtout les gardiens. Alors il faut savoir que lorsque la reine Marie-Antoinette a appris que la Révolution était en marche et que Paris montait aux portes de Versailles, elle était à la grotte. Et elle a eu un grand moment d'angoisse, évidemment. La dernière fois, j'avais raconté quand les deux Anglaises avaient vu quelqu'un qui courait très vite et auquel elles avaient demandé leur chemin, on pensait que ce garçon pouvait bien être le jeune Allemand qui courait prévenir la reine Marie-Antoinette de cette arrivée des révolutionnaires à Versailles. Elle était à la grotte, effectivement, j'avais mentionné la dernière fois. Donc c'est un endroit, effectivement, qui est habité également par la reine. Voilà. Donc Versailles, c'est pas un endroit ordinaire, c'est un endroit où il s'est passé des tas de choses sur bien des siècles, où il y a eu beaucoup de drames, où il y a eu beaucoup de souffrances. La vie de Versailles n'était pas une vie facile. La vie de courtisan était semée d'embûches. Il y avait de belles choses qui s'y passaient, on s'y amusait beaucoup, mais on y pleurait beaucoup aussi. Et je pense que il y a des fantômes. Puis il faut savoir que quand le canal a été creusé à Versailles, c'est des centaines d'ouvriers qui ont laissé leur peau. Parce qu'on a asséché les marais. Les travaux ont été titanesques. Et il y a des tas de gens qui sont morts de malaria. C'était très très moustiqueux, si je puis dire, comme endroit. Et puis il y a eu des accidents divers. Donc tout ça, ça peut laisser des âmes errantes que l'on peut apercevoir parfois. Ce ne sont pas forcément des jolies dames. Voilà. Eh bien, c'était vraiment passionnant. On s'aperçoit qu'il y a vraiment du monde à Versailles, en tout cas. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il serait temps qu'on y retourne. On y va quand, elle, hein? Bientôt. Alors, du monde d'un côté comme de l'autre, bien entendu, hein. Ah ça c'est sûr. Merci Elisabeth. J'espère que les auditeurs de la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion auront passé un bon moment. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Fréquence Évasion.